compagnons, camarades, citoyennes, citoyens, françaises, français et les autres, bienvenue dans ce numéro de Enquête de politique. Nous explorons la genèse, les racines d'une idée, d'un phénomène politique. Les idées d'aujourd'hui vont structurer notre monde. Il faudra en débattre, peut-être même se battre. Les idées viennent de loin, prennent leur source dans le passé de nos démocraties, dans les rêves fous des utopistes, les colères populaires, l'intérêt des puissants, les croyances, les guerres, les révolutions, les crises économiques et maintenant climatiques, les folies collectives et la raison de quelques-uns, ou plus souvent l'inverse, parce que nous sommes un peu perdus, que la désaffiliation et l'abstention sont majoritaires. Dans Enquête de politique, nous explorons un isme, une idée, un mouvement, son histoire, son poids dans nos consciences et sa marque sur les débats qui nous agitent. Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Aujourd'hui, le bonapartisme, un fantasme français. La France a répondu à l'appel loyal que je lui avais fait. Elle a compris que je n'étais sorti de la légalité que pour entrer dans le droit. Le bonapartisme, ça n'existe plus en tant que tel, c'est-à-dire en tant que force politique qui prônerait le retour à l'Empire. Alors existe-t-il toujours en revanche comme une catégorie politique, une grande tendance de la droite, comme l'avait défini le politologue René Raymond en 1954 ? Le sujet est une perpétuelle controverse parmi les historiens et les politistes. Mais quand on parle des spécificités de notre pays, de son organisation administrative, de sa centralisation, de ses grands corps d'État pour les critiquer ou les admirer, quand on perçoit chez certains personnages politiques d'aujourd'hui cette propension à vouloir incarner, à faire coïncider leur propre destin avec celui de la France, à répéter « si la situation l'exige, si la France a besoin de moi, eh bien je serai là ». Quand certains, principalement à droite, veulent réconcilier ce que l'on appelle la France éternelle et la France révolutionnaire, quand d'autres, au-delà de la droite, suivez mon regard, prétendent au dépassement des clivages et gouvernent de telle sorte qu'on y décèle du jupitérisme, quand d'autres, enfin, à l'extrême droite, tentent de rallumer la flamme de la grandeur et de la gloire de la France napoléonienne, quand le nationalisme et le populisme reviennent, et enfin, quand la culture populaire fait toujours de Napoléon un personnage singulier, un peu fou, un peu mégalo, un stratège de génie, si peu dictateur, à peine celui qui a rétabli l'esclavage, quasiment pas un criminel de guerre, comme il est pourtant vu en Espagne, alors on se dit que le bonapartisme existe toujours dans notre inconscient collectif. On dirait que pour beaucoup de Français, Napoléon ne se discute pas, il est là, comme un monument, comme l'Arc de Triomphe, planté là, ni beau, ni laid, massif, faisant juste partie du paysage de la France. La France, vis-à-vis de Napoléon, est un inextricable mélange de fierté honteuse et d'admiration mal assumée. Napoléon est un personnage familier. Et Napoléon. Mais le bonapartisme, qu'est-ce que c'est ? Il y a l'action de Napoléon, la politique de Napoléon III et le bonapartisme d'après, version René Raymond. Ce mot, bonapartisme, recouvre bien des réalités historiques et politiques qu'il convient de tenter de débroussailler. D'abord, le bonapartisme de Napoléon. Pour ceux qui avaient voté la mort de Louis XVI, c'est naturel, désormais ils vous considèrent comme l'un des leurs. Ils ont même un titre à vous proposer, empereur des Français. L'idée n'est pas si mauvaise. Bien sûr, à condition d'éviter impérativement toute confusion. On ne doit pas une seconde songer à un retour déguisé à la monarchie. Il n'y aura plus jamais de roi en France, Talleyrand. Je suis républicain. Oui, mais un empereur peut être élu de la même façon que les Césars l'étaient autrefois à Rome. Les Césars étaient élus par le Sénat. Moi, j'exigerais que ce soit tout le peuple français qui ratifie et approuve mon élection. Je serai donc le premier citoyen français à avoir l'honneur de vous présenter mes respects. Sire. Sire. Je vous assure que vous vous y ferez très vite. On verra bien. Ce dialogue entre Napoléon et Talleyrand, recréé pour la télévision, pour France 2, vous avez peut-être reconnu la voix de Christian Clavier dans le rôle de Napoléon, montre bien les circonstances politiques de ce moment particulier au cours duquel ces deux hommes pensaient qu'il fallait clore, au sens finir, achever, la période révolutionnaire sans possibilité de revenir en arrière. C'est donc une action politique, des réformes structurelles et un activiste militaire, certainement pas une idéologie stable
et charpenté. Je me suis rendu dans le 14e arrondissement de Paris, dans l'immeuble très cossu qui abrite la Fondation Napoléon, une fondation qui s'attelle à faire connaître l'œuvre et l'histoire de Napoléon et qui travaille avec des universités en prenant bien soin, pour ne pas écorner sa respectabilité et sa crédibilité, en prenant bien soin de se tenir à bonne distance des quelques groupuscules napoléoniens militants qui existent encore, des fétichistes, collectionneurs de vrais morceaux de la vraie croix ou plutôt du vrai bicorne. Et l'industriel Martial Lapeyre, vous savez, les meubles, les fenêtres, les cuisines Lapeyre, était un fan absolu de l'empereur et il a légué une bonne partie de sa fortune pour constituer la Fondation Napoléon, dirigée aujourd'hui par l'historien Thierry Lenz. C'est avec lui que j'ai visité cet immeuble. Ici, nous sommes dans la bibliothèque où s'affairent deux historiens amateurs en retraite. Ça, c'est notre grande œuvre, c'est la correspondance générale de Napoléon, qu'on a publiée en 15 ans, 42 000 lettres, 15 volumes publiés aux éditions Fayard. Et nous commençons, on a déjà commencé d'ailleurs, à mettre la correspondance de Napoléon en ligne, donc gratuitement, ce qui fait que les gens vont pouvoir se documenter directement sur ces lettres qui ont été vérifiées, trouvées en archives, etc. Voilà. Bonjour madame. Donc le reste, bureau. Là, c'est notre petit pôle web. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc Valérie Durand, réseaux sociaux. Enchanté. Donc on est sur tous les réseaux sociaux, on peut dire, enfin sauf TikTok pour le moment, mais on est en train de regarder si ça vaut la peine. Napoléon 2.0. Oui, mais écoutez, il faut aller voir les gens là où ils sont. Hein. Oui. Donc Valérie, réseaux sociaux, là on a les sites internet, ici la vidéo, parce qu'on a une grosse production de vidéos courtes, je pense qu'on doit être 80 à peu près. Nous avons ici un ancien sujet britannique, naturalisé français de fraîche date, qui collectionne des objets de mémoire, on va dire, voilà. De mémoire. Bonjour monsieur. Enchanté. Peter X. Oui, j'ai une collection, on dit nanar. C'est les deux règles de ma collection. Il faut que ça coûte moins que 10 €, que ça soit inénarrablement moche. Donc j'ai malheureusement plein d'objets. Ah oui, d'accord. Tous des objets pas forcément de production étrangère non plus. J'ai une très jolie moutardier qui vient de Corse, des années 50. Oui. Très sympathique. Magnifique. Ça c'était fait en Belgique. Très joli. Imaginez votre cuisine carrelée. Ah oui, un carreau de carrelage avec éventuellement vous mettez une sorte de mausolée de Napoléon. Il y a même un M&M's avec le chapeau de Napoléon. C'est dommage que ça soit que de la radio parce que franchement, vous avez un goût pour le moche qui confine à l'esthétisme. Non, mais ma collection est faite pour la radio parce que c'est trop moche pour être vu finalement. Si vous voulez, avant de partir, vous pouvez tirer dans la cible avec votre doigt. Là. Et oui, d'accord. Donc je décris pour les auditeurs, il y a une sorte de plaque en bois, une cible et au-dessus une petite porte. Je n'ose imaginer ce que ça. Je mets mon doigt. Voilà. Ah oui. Napoléon surgit avec son épée qui vous le donne. Et c'est-à-dire qu'il donne son glaive. Il donne son glaive à vous. Wow. Très bien. Je sais pas ce que je vais en faire. Là, j'ai Napoléon dans son sous-vêtement. Ah oui. Napoléon en caleçon. Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine en train de bouffer les fils de son caisson. Napoléon, les Français ont euphémisé son rôle pour le moins contrasté, pour en faire un personnage central du roman national. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. Enquête de politique, cette semaine, le bonapartisme. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster cette émission, la réécouter sur le site de France Inter, ainsi que les premiers numéros d'enquête de politique, tous disponibles, et il y en a déjà une petite douzaine. Alors vous l'avez compris, l'empire de Napoléon Ier fut une période exceptionnelle d'hyperactivité française, de profondes réformes, de conquêtes homériques, d'invasions, de défaites, d'aventures, de gloire guerrière, de bouleversements, mais aussi de prédation et parfois d'exactions. Mais politiquement, pour l'après-Napoléon, après la Restauration et les trois rois du XIXe siècle, entre 1815 et 1848, quelle est la matrice bonapartisme et
y en a-t-il une? C'est à Sainte-Hélène qu'elle s'est forgée pendant ces années de captivité et d'isolement. Le bonapartisme repose sur le récit d'un homme, Emmanuel de Lascaz, fidèle de l'empereur. Lascaz sert de secrétaire particulier au début de l'exil à Sainte-Hélène et noircit des cahiers de notes, recueil de leurs conversations. Lascaz a passé 18 mois, on va dire grosso modo, aux côtés de Napoléon, et il a eu avec lui... À Sainte-Hélène donc? À Sainte-Hélène, enfin sur le bateau, puis à Sainte-Hélène, enfin ils ont eu des conversations, dont de nombreuses conversations politiques. Thierry Lenz, historien, directeur de la Fondation Napoléon. Alors, Napoléon lui raconte sa vie, et Lascaz, on le sait aujourd'hui, a ajouté des considérations personnelles, qui sont d'ailleurs pas cachées dans le texte, il faut le lire avec attention. On sait très bien quand c'est Napoléon qui parle, et on sait très bien quand c'est Lascaz qui parle. Mais c'est vrai que le tout est tellement bien fait qu'on peut penser que c'est toujours Napoléon qui parle. Le mémorial de Sainte-Hélène, ce sont des confidences. Francis Choisel, biographe et admirateur de Napoléon III. C'est Napoléon qui, avec une grande hauteur de vue, avec beaucoup de recul, il regarde ce qu'il a fait. Et puis il commente. Il dit, voilà pourquoi je l'ai fait. Je n'aurais pas dû. On m'a mal compris. Où j'ai été obligé. Oui, où j'ai été obligé, etc. Mais ça n'est pas un ouvrage doctrinal. Ça n'est pas le manifeste du Parti communiste ou le Capital, ça n'est pas Montesquieu ou Tocqueville. On sent quand même ces idées, ce qu'il aurait pu faire si le napoléonisme avait perduré dans des temps de paix ou des temps calmes. Et c'est là que les bonapartistes en tout cas, peuvent l'épuiser et se forger sinon une idéologie, en tout cas une matrice pour gouverner. C'est une vision, après sa chute, reconstruite, revisitée comme on dirait aujourd'hui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a pensé. Si on veut vraiment comprendre l'évolution du consulat, de l'Empire, etc., il faut avoir un grand esprit critique en écoutant cela. Mais vous avez raison de dire que non seulement les bonapartistes, mais Napoléon III, son neveu qui a rétabli l'Empire, connaissait presque par cœur, ou du moins connaissait certains passages du mémorial de Sainte-Hélène, il pouvait les réciter par cœur. Au commencement de mon élévation sous le consulat, mes partisans me demandaient où je prétendais arriver. Et je répondais toujours que je n'en savais rien. Je leur disais vrai. J'ai toujours été gouverné par les circonstances. Lecture d'un extrait du mémorial recueilli par Lascaz. On ne cesse de parler de mon amour de la guerre, mais n'ai-je pas été constamment occupé à me défendre? Ai-je remporté une seule grande victoire que je n'ai immédiatement proposé la paix? On compte en Europe plus de 30 millions de Français, 15 millions d'Espagnols, 30 millions d'Allemands. J'eusse voulu faire de chacun de ces peuples un seul et même corps de nation. Et c'est avec un tel cortège qu'il eût été beau de s'avancer dans la postérité et la bénédiction des siècles. Et quelle perspective de force, de grandeur, de jouissance, de prospérité. Quel grand et magnifique spectacle. Le destin a dû être plus fort que moi. Et pourtant, quel malheur pour la France et pour l'Europe. La paix dans Moscou accomplissait et terminait mes expéditions de guerre. Le système européen se trouvait fondé. La cause du siècle était gagnée. La révolution accomplie. Je devenais l'arche de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Le médiateur naturel entre l'ancien et le nouvel ordre des choses. Ma gloire eût été dans mon équité. Alors Lascaz se fait expulser de Sainte-Hélène en 1816 par les Anglais pour avoir tenté de transmettre du courrier. Expulsion très commentée par la petite cour qui entourait Napoléon à Sainte-Hélène. Je me demande si Lascaz n'a pas manigancé toute cette affaire pour se faire mettre à la porte de Sainte-Hélène et quitter élégamment Sa Majesté. Vous voulez dire pour se transformer aux yeux du monde en pauvre persécuté? Oui. Mais n'oubliez pas qu'il a pu glaner auprès de l'empereur une ample moisson de détails qui vont lui permettre, en rentrant en Europe, de publier le récit de l'arrivée de l'empereur sur l'île et ce que fut notre vie depuis un an. Il est certain que la publication d'un mémorial ferait un sacré bruit. Ce livre est paru en 1823, donc 2 ans après la mort de Napoléon, qui avait d'ailleurs laissé l'Europe totalement indifférente. Napoléon était mort, bon voilà, il est mort. Thierry Lenz, historien. Et puis sort ce livre qui a un succès foudroyant. Il est décliné en brochure, on y présente le Napoléon libéral, ce que Napoléon n'a jamais été. Mais voilà, il est libéral. En gros, ce qu'on dit, c'est
Il a d'abord assuré l'égalité, ça c'est une vérité absolue. Mais c'est ce qu'a voulu laisser Napoléon à la postérité ou c'est l'interprétation de Lascaz? Cette question fait l'objet de polémiques d'experts depuis des décennies. Mais... Alors écoutez, on a retrouvé le manuscrit original rédigé à Sainte-Hélène par Lascaz et on l'a publié en 2016. Napoléon n'est pas aussi clairement dans la démarche que vous décrivez. C'est-à-dire que Napoléon, évidemment, explique pourquoi son règne a été un règne d'autorité. Et il dit, parce qu'il fallait d'abord assurer l'égalité, c'est ce que veulent les Français. Au fond, quand on réfléchit un petit peu, les Français préfèrent toujours l'égalité à la liberté. Bon, Napoléon l'avait déjà repéré à ce moment-là. Et lui dit, une fois l'égalité assurée, j'aurai assuré la liberté politique. Le bonapartisme, c'est une idée complexe parce qu'on l'associe à ce nom, Bonaparte, Napoléon Bonaparte bien sûr, mais pas du tout. Napoléon Ier, celui qu'on connaît, le bicorne, l'image partout reconnaissable dans le monde entier, ça c'est un moment particulier, c'est l'épisode napoléonien du Premier Empire. Xavier Mauduit, producteur à France Culture et essayiste, spécialiste de Napoléon. Le bonapartisme, c'est après la mort de Napoléon. C'est une idée qui s'est développée au 19e siècle, qui reprend non pas les idées mêmes de Napoléon, mais comment Napoléon, pendant son exil à Sainte-Hélène, a réécrit son histoire dans le mémorial de Sainte-Hélène. Il réinvente toute son histoire parce que il a vu que l'air du temps est un peu différent. Il a senti qu'il y avait des mouvements en Europe très particuliers, par exemple le mouvement des peuples. Napoléon, en vrai, les peuples, il n'avait rien à faire. On voit, il a mis ses frangins un peu partout. Roi de Hollande, roi d'Espagne, il y a des rois comme ça, c'est ses frères. Donc les peuples, ils s'en fichaient un peu. Oui, mais après, il se rend compte que c'est ça qui n'a pas été dans son histoire, qui a conduit à la défaite. Alors dans le mémorial de Sainte-Hélène, il réécrit, il dit, moi j'ai toujours été attentif au peuple. Moi j'ai porté les idéaux de la Révolution. Et puis le romantisme se mêle à tout ça. Napoléon devient une figure de légende, c'est l'épopée. Et bien à partir de tout ça, au cours du 19e siècle, se crée une idée politique, c'est le bonapartisme. C'est pas Napoléon, c'est autre chose. Mais idéologiquement, c'est quelque chose quand même ou pas? C'est quelque chose qui mêle la défense des acquis de la Révolution, mais ceux de 1789, le début de la Révolution, le pouvoir fort. Ça, c'est important, le pouvoir fort. La gloire aussi, c'est très important. La France a une place à jouer en Europe et dans le monde. Voilà comment se construit le bonapartisme. À partir de 1815, la monarchie est de retour et Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon, dans les années 1830, prévoit de rétablir l'Empire. Il s'inspire du mémorial pour construire une doctrine napoléonienne, une idéologie à proposer aux Français le moment venu. Ce que vous appelez l'idéologie bonapartiste, que j'appelle la pensée bonapartiste, que Louis-Napoléon Bonaparte, donc Napoléon III, appelle les idées napoléoniennes. Francis Choisel. C'est Napoléon III qui les a organisées. On pourrait dire que Napoléon III est à Napoléon Ier ce que Platon est à Socrate. Ah oui, Socrate, il parlait, on n'a pas d'écrit de Socrate, mais on a Socrate par l'intermédiaire de Platon. Voilà. Et donc là, on a Napoléon par Lascaz avec ses conversations, mais on a aussi, surtout, les idées napoléoniennes, le bonapartisme, à travers l'ouvrage de Louis-Napoléon Bonaparte, publié en 1840, qui s'appelle « Les idées napoléoniennes », et puis bien d'autres textes et bien d'autres discours de Napoléon III. Et alors, Napoléon III estimait que les régimes qui lui avaient précédé étaient faits pour et par une certaine partie de la population, mais que lui, en tout cas le bonapartisme tel qu'il l'entendait, c'était fait pour tout le monde. Il considère que la Restauration, c'est la domination des nobles, que la monarchie de Juillet, c'est la domination des bourgeois, de la haute bourgeoisie, que la République, c'est le peuple, mais au sens restrictif du terme, et que chacun a échoué parce qu'il ne représentait qu'une partie de la France. Et là, on arrive à un élément essentiel qui me différencie de René Raymond dans l'analyse du bonapartisme, c'est que le bonapartisme n'est pas un courant de pensée, n'est pas une idéologie, mais une synthèse de toutes les idées de son temps, une réconciliation entre les idées du passé et les idées de l'avenir. Napoléon III disait que son oncle avait réconcilié 2 siècles et demi. Alors 2 siècles et demi, ça veut dire l'Ancien Régime et les idées de la Révolution. En 1833, l'empereur et son fils étaient morts. Il n'y avait plus d'héritier de la cause impériale. Quelques Bonaparte paraissaient, il est vrai, ça et là, sur l'arrière-scène du monde, comme des corps sans vie, momies pétrifiées ou fantômes impondérables. Mais pour le peuple, la ligne était rompue. Tous les Bonaparte étaient morts. Eh bien, j'ai rattaché le fil. Lecture d'un écrit de Louis-Napoléon Bonaparte pour France Culture en 1964.
Je me suis ressuscité de moi-même et avec mes propres forces. Et je suis aujourd'hui, à 20 lieues de Paris, une épée de Damoclès pour le gouvernement. Les partis républicains et légitimistes ne gagnent pas. L'orléanisme perd. Il y a une masse flottante qui se ralliera à quelque chose et à quelqu'un. Ce n'est pas l'ambition de régner qui m'a fait sacrifier plus d'une fois mes affections privées, ma fortune, mon repos. C'est un sentiment plus élevé et plus mystérieux qui m'a toujours entraîné et soutenu. Le problème du bonapartisme tel qu'on l'entend en tant que force politique, alors avec la fameuse tripartie de René Raymond, etc., ça n'est pas le bonapartisme du Premier Empire. Thierry Lenz. C'est le bonapartisme qui a été tricoté à partir du mémorial de Sainte-Hélène, surtout par Louis-Napoléon Bonaparte, qui a travaillé ses idées dans le sens du temps, c'est-à-dire qu'il les a actualisées, et notamment c'est un des premiers qui comprend que le suffrage universel est devenu maintenant un passage obligé. Et que par conséquent, ça n'est plus la société en tant que telle qu'il va falloir contrôler, mais le suffrage universel. Et donc pour ça, il fait de la politique, presque politique politicienne, en écrivant des livres dont les contenus sont d'une banalité à pleurer, mais qui ont pour titre, par exemple, l'extinction du paupérisme. Ah ben voilà, un homme qui veut éteindre le paupérisme. Donc c'est formidable. En fait, quand vous lisez ce livre, c'est on va dire un petit cours d'économie aujourd'hui de première année de fac, sans plus, quoi. Il n'y a pas de solution, il y a des idées un petit peu farfelues, les communautés fermières, des choses comme ça, enfin un peu des kibbutz, quoi, si vous voulez. Bon. Mais il arrive à travers ça, et par quelques déclarations tonitruantes, à s'attirer toutes les forces favorables au suffrage universel. Quand il est élu président de la République, avec une avance considérable, il va cristalliser sur sa candidature à la fois, on va dire, la droite catholique, mais aussi la gauche libérale, seule qui défend le suffrage universel. La Seconde République avait restreint le suffrage universel. Lui, il dit, moi, je vais le rétablir. Et c'est effectivement à partir de ce moment-là que le bonapartisme, à la fois, est régénéré, mais il change un petit peu de nature. Parce que dans le bonapartisme originaire, on va dire celui que Napoléon a mis en place, l'élection n'a pas l'importance qu'elle va avoir sous le Second Empire. D'ailleurs, c'est-à-dire que Napoléon prétend incarner le peuple et parler pour tout le peuple, mais c'est un homme exceptionnel et peut-être que Louis-Napoléon Bonaparte a besoin de cette légitimité populaire. Oui, alors d'abord parce qu'on est 40 ans plus tard et donc que les temps ont changé. Il s'est passé du temps. En gros, si on devait vraiment périodiser largement, Napoléon et la Révolution, ça va ensemble. Et à un moment donné, ben voilà, tout ça c'est terminé et on rebâtit une société nouvelle à base de parlementarisme. Louis XVIII de ce côté-là, hélas, un roi très très méconnu parce que voilà un homme qui gouverne contre ses goûts. Et Napoléon III ne peut pas faire autrement. Que de tenir compte de ça. Peut-être que personnellement, il aurait bien aimé un régime à la Napoléon Ier, autoritaire, etc. Mais comme c'est un homme politique intelligent, il a compris que s'il ne donne pas, on viendra le chercher. C'est-à-dire qu'au long des années 30-40... Arthur Chevalier, historien. Louis-Napoléon Bonaparte commence d'abord à se présenter comme un héros de la classe ouvrière. C'est un pari politique puisque les ouvriers sont en rébellion sous le règne de Louis-Philippe, donc il se place dans l'opposition. Son livre sur le paupérisme. Exactement, sur le paupérisme. Puis ensuite, évidemment, il fait un rappel aux idées napoléoniennes, donc au règne de son oncle, fatalement, puisqu'il sait que ça le sert. La popularité de Napoléon à l'époque très grande le sert. Mais ce qu'on oublie toujours de dire, c'est qu'en 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, son manifeste électoral, c'est autour de la patrie, c'est autour de la famille et c'est autour de l'Église. C'est le candidat de ce qu'on appelle le comité de la rue de Poitiers, où il y avait toute l'élite conservatrice libérale, certes, mais conservatrice quand même, de la monarchie de Juillet, donc Adolphe Thiers et compagnie. Ce comité, donc comité de la rue de Poitiers, a décidé de choisir Louis-Napoléon comme candidat. En fait, on applique la maxime du Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Et il défend un programme tout à fait à droite. Alors certes, pendant l'exercice de son mandat de président, il va se montrer un petit peu plus près du peuple, au sens social du terme, que l'Assemblée, qui est plutôt bourgeoise, qui regarde plutôt les intérêts de la bourgeoisie. Mais enfin, il est élu parce qu'il rassure les gens, il est élu sur l'ordre. Donc ça n'a jamais été un grand héros de gauche, même si effectivement, la popularité de Napoléon Ier a toujours été très forte, c'est indéniable, parmi les classes populaires. Donc on va dire qu'il a récupéré opportunément la postérité de son oncle, ce qu'elle servait, mais pour ce qui concerne ses convictions politiques propres, c'est un candidat de droite. Voilà. On ne peut pas le catégoriser exactement en fonction d'un livre qu'il aurait écrit sur les idées napoléoniennes, parce qu'il a changé d'idée. Puis d'ailleurs, son règne lui-même, une fois qu'il a transformé sa République en empire, son règne lui-même est très changeant, c'est-à-dire qu'on sait très bien que la fin du Second Empire est libérale, ça ne dure pas bien longtemps, tandis qu'on a une partie excessivement autoritaire, tout ça commence quand même par un coup d'État.
Donc en fait, Louis-Napoléon Bonaparte, il a essayé un petit peu, au fond c'est une synthèse de tous les régimes politiques qui ont été essayés au 19e, en 20 ans quoi. C'est-à-dire que pour Louis-Napoléon Bonaparte, les idées napoléoniennes, c'est simplement un choix opportuniste, puisqu'il s'appelle Napoléon, puisqu'il y a cette nostalgie, et il joue avec ça. Oui, bien sûr. Alors après, il faut oublier que c'est un individu qui était convaincu d'avoir un destin aussi. Il faut lui reconnaître ça parce que dans la dynastie de Bonaparte, c'est bien le seul qui a voulu le pouvoir. N'oubliez pas, il a fait 2 tentatives de coup d'État manquées. Toute sa famille, y compris les frères de Napoléon, lui écrit. Il faut lui dire mais arrête, on se fout du pouvoir, on n'en veut pas, on veut juste récupérer l'argent qu'on a bloqué en France et les biens en fait. Donc tous les Bonaparte, les frères et sœurs, ils veulent juste récupérer leur statut social et leur argent. Parce qu'à ce moment-là, ils sont frappés par les lois d'exil. Donc ils lui demandent tous d'arrêter. Pourquoi tu fais ça? C'est fini le pouvoir, c'était l'aventure de... Et lui ne veut pas du tout écouter, il veut continuer son aventure. Et on peut lui reconnaître ça, d'avoir sacrifié absolument toute forme de confort, toute forme de rente, toute forme de reconnaissance sociale, avec pour seul but de récupérer le pouvoir. Donc ça, il l'a voulu. Il était obsédé par la mémoire de son oncle. D'ailleurs, Chateaubriand raconte... il va voir le jeune Louis-Napoléon Bonaparte à Arenenberg avec sa mère, la reine Hortense, et il décrit son bureau comme une sorte de cabinet de curiosité dédié à Napoléon Ier, un truc qui fait archi ringard et suranné pour l'époque. Donc il vit évidemment avec ce fantôme permanent qui est son oncle, mais politiquement il a adapté sa sauce, si je puis dire, adapté son programme aux idées de son temps. France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand. Donc vous avez compris, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui crée le bonapartisme. Et il sera d'abord élu président de la République, le premier président élu au suffrage universel direct, masculin simplement. Et bonjour Aurélie Marciro. Bonjour Thomas. Et justement, nous allons revenir sur la période qui aboutira au Second Empire. Et c'est votre livre de la semaine, La peur du peuple, de Marie-Hélène Bellac. Oui, c'est une merveille Thomas, cet ouvrage, et pour plusieurs raisons. D'abord la Deuxième République, 1848-1852. Alors c'est bien parce que vous dites la Deuxième République. La plupart des gens disent la Seconde République, mais comme il y en a eu plusieurs... Il y en a eu après. La Deuxième République. Donc la Deuxième République est une période fascinante, fondatrice. Ajoutez à cela l'écriture de l'historienne Marie-Hélène Bellac, un bonheur, d'autant qu'elle glisse presque à chaque page du Hugo, du Flaubert, du Tocqueville et bien sûr du Lamartine, tous parmi les plus grands commentateurs et acteurs de cette courte république. Alors que se passe-t-il pendant ces quelques mois ? Pendant cette période politique intense, qui est aussi un moment de crise économique et de la ruralité, on voit Louis-Philippe abdiquer, des poètes comme Lamartine prendre les rênes du gouvernement, des ouvriers, Albert à l'Assemblée, et des théoriciens du socialisme comme Louis Blanc au pouvoir. Les premières semaines, dans un élan lyrique, la fraternité devient le maître mot. C'est ce moment de l'histoire durant lequel les arbres de la République sont bénis par des prêtres sous le regard des ouvriers, avec Marx, qui doute déjà lors d'un séjour à Paris en mars 48 de, je cite, ce compromis entre les diverses classes qui avaient renversé ensemble le trône de Juillet, mais dont les intérêts s'affrontaient hostilement. C'est en effet à ce moment que se creuse le clivage entre les partisans d'une république socialiste et ceux qui plaident pour une république libérale. Et comment on en arrive à un retour des Bonaparte ? Bien la peur, d'où le titre du livre, au fur et à mesure, par crainte d'une, je cite, république rouge, le vote notamment provincial se fait de plus en plus conservateur, surtout après les émeutes ouvrières du 15 mai. Néanmoins, pendant ces quelques mois, plus de 40 lois sont votées, dont celle ouvrant des ateliers nationaux pour aider les chômeurs. Le suffrage universel est adopté, sauf pour les femmes, bien sûr, qui sont encore les grands oubliés, et l'esclavage est aboli. Et puis, il y a ce personnel politique dont les noms nous parlent encore, Ledru-Rollin, Louis Blanc, Blanqui, Schœlcher, Barbès, Tocqueville, etc. Oui, ce ne sont pas que des rues. L'émergence de la question sociale a donc eu raison de la République rêvée de février. Oui, les constituants adoptent en effet à l'automne l'élection suffrage universel du président. Alors les républicains voient arriver le danger Louis-Napoléon, qui a pourtant fait allégeance à la République. Ainsi, Lamartine, au moment de ce vote sur le mode d'élection, dit, je cite, « Si le peuple se trompe, s'il se laisse aveugler par un éblouissement de sa propre gloire passée, s'il veut abdiquer sa sûreté, sa dignité, sa liberté entre les mains d'une réminiscence d'empire, s'il nous désavoue et se désavoue lui-même, eh bien, tant pis pour le peuple. » Et on connaît la suite, Louis-Napoléon élu triomphalement. Marie-Hélène Bellac, La peur du peuple, histoire de la Deuxième République, 1848-1852, c'est chez Perrin. Merci Aurélie. À la semaine prochaine. Alors, coup d'État du président Louis-Napoléon Bonaparte, lui-même, en 1851, et le 2 décembre 1852, instauration du Second Empire. On dit Second Empire parce qu'il n'y en a toujours pas eu de troisième. Messieurs, la France a répondu à l'appel loyal que je lui avais fait. Elle a compris que je n'étais sorti de la légalité que pour entrer dans le droit.
Plus de 7 millions de suffrages viennent de m'absoudre. Un an plus tard, jour pour jour, le 1er décembre 1852, Louis-Napoléon sera solennellement proclamé empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Il régnera 17 ans. Oui, retenons ce qui pourrait être une profession de foi de ce que l'on appellera beaucoup plus tard l'illibéralisme. La France a compris que je n'étais sorti de la légalité que pour entrer dans le droit. Un Bonaparte, ça ose. Louis-Napoléon Bonaparte est donc Napoléon III et l'on retrouve Xavier Mauduit. Ce qui est passionnant avec cette période-là de Napoléon III, il est président de la République en 1848. Jusqu'au coup d'État de 1851, il reste président, il y a une république décennale, et le 2 décembre 1852, il rétablit l'Empire. L'Empire qui dure longtemps, 18 ans. Donc il y a le temps qu'il y ait une évolution. L'Empire, au début, est autoritaire. Il y a eu un coup d'État, il faut maintenir ces républicains, ces monarchistes, il y a des orléanistes et tout qui râlent de tous les côtés, mais l'idée, en tout cas telle que Napoléon III présente sa politique, c'est de conduire le pays vers quelque chose de plus en plus libéral. Et ce qu'il fait, c'est vrai que dans les années 1869-70, il y a ce qu'on appelle l'empire libéral, c'est-à-dire que l'empereur ne peut pas choisir ses ministres comme il le veut. Il doit regarder la majorité à la Chambre et choisir ce qui ressemble à un régime parlementaire avec une dynastie. Mais toujours cette idée de pouvoir exécutif fort, il faut que ça marche, quoi. L'administration, c'est du solide. Il y a cette évolution-là. Pourtant, quand on regarde dans la finesse des choix politiques des candidats, il y a déjà des divergences. On va avoir des candidats bonapartistes, mais qui, eux, veulent conserver l'idée d'un empire autoritaire, parce qu'il n'y a que ça qui marche dans leur esprit. Et puis, il y en a d'autres qui vont soutenir l'empire libéral. Et c'est très intéressant de voir dans cette forme de droite, parce qu'on est plutôt à droite, plusieurs branches. Une qui va tendre un peu vers la gauche, l'autre qui va tendre un peu vers la droite. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de voir comment le bonapartisme essaye de s'affirmer comme un mouvement politique en soi. On sait que ça dure encore la fin du 19e siècle. Sous la Troisième République, on a encore des mouvements bonapartistes et qu'au cours du 20e siècle, tout ça se dilue dans les autres courants politiques. Mais c'est toujours présent. Bon alors résumons, le bonapartisme pendant Napoléon, ce sont des circonstances, un homme exceptionnel, un tyran ou un visionnaire selon les interprétations. Le bonapartisme entre les deux empires, ce n'est qu'une nostalgie de la France immense. Le bonapartisme du Second Empire, c'est une période contrastée, industrielle, autoritaire puis libérale. Mais après, que devient le modèle bonapartiste ? Éric Chevalier, historien du bonapartisme. Une fois que la Troisième République arrive, on sait très bien qu'au début, elle devait devenir soi-disant monarchie très vite, mais le parti bonapartiste a beaucoup de mal à tenir au sein de la droite, dans les assemblées, et il éclate assez rapidement, en moins de 10 ans, entre ce qu'on appelle les bleus et les rouges, c'est-à-dire des bonapartistes qui d'un côté défendent donc Dieu, l'armée, enfin des valeurs qu'on pourrait qualifier de droite, et de l'autre les rouges qui eux défendent le peuple. Le peuple, et on est quasiment sur une lecture marxiste, si vous voulez, des rapports politiques où les forces bonapartistes doivent être aux côtés des ouvriers, elles sont là pour les protéger. Vous voyez, il y a autant de bonapartistes que de convictions. Le bonapartisme, dans l'acception actuelle de la science politique, c'est donc une large tendance de la droite française telle que l'a définie le professeur René Raymond en 1954. Il y a les légitimistes, les orléanistes et les bonapartistes. Il ne s'agit pas tant, au moins pour les orléanistes et les bonapartistes, de les placer sur l'échelle de la droite. Il s'agit de deux conceptions des rapports de pouvoir, de deux conceptions des conditions de la légitimité. Voici comment René Raymond parlait du gaullisme comme faisant partie de la veine bonapartiste. C'est de cette droite-là que le gaullisme se rapproche le plus. Il ne se confond pas avec, car d'abord, chaque génération renouvelle un peu le fond. Et surtout lorsqu'il y a une personnalité comme le général de Gaulle. Il ne peut pas être un épigone, il ne fait pas que reproduire. Néanmoins, cette alliance de l'autorité et du soutien populaire, l'autorité procédant de la démocratie, la préoccupation de la grandeur nationale, du rôle de l'État,
Tout cela est déjà présent dans ce qu'il y a de meilleur dans le bonapartisme et se retrouve dans le gaullisme. Il y a là une continuité qui explique en partie que la France ait été préservée de la tentation fasciste. Le fascisme, je ne veux pas dire que le bonapartisme, c'était son fascisme à elle, mais d'une certaine façon, quelques-unes des aspirations auxquelles le fascisme prétendait apporter réponse se trouvent satisfaites à l'intérieur d'une tradition proprement française qui est suffisamment démocratique pour ne pas s'accommoder du régime du parti unique et du totalitarisme. Dans le paysage politique actuel, seul un responsable proclame son admiration pour Napoléon et accepte, toute chose égale par ailleurs, de se revendiquer de l'héritage de l'empereur. C'est Éric Zemmour. Et quand vous soumettez ce cas aux historiens spécialistes de Napoléon, vous obtenez une moue dubitative. Arthur Chevalier. D'une part, il ne suffit pas d'admirer Napoléon pour être bonapartiste. Deuxièmement, Éric Zemmour, très bien, mais Éric Zemmour déjà... A-t-il pris le pouvoir? La réponse est non. Est-il un des généraux les plus populaires de la République française? La réponse est non, car il n'est pas général, que nous ne sommes pas en situation révolutionnaire. Et Éric Zemmour prétend qu'il est bonapartiste uniquement parce qu'il est souverainiste, qu'il est pour l'ordre. Enfin, les Bourbons aussi étaient souverainistes et pour l'ordre, et il y a d'autres familles politiques qui étaient souverainistes et pour l'ordre. Donc je ne vois pas exactement de quoi il s'agit, et c'est des correspondances qui n'ont pas lieu d'être. Ne serait-ce que économiquement, par exemple, Napoléon n'était pas exactement souverainiste, c'était une situation économique complètement différente. Il y avait un impérialisme natif dans le bonapartisme, qui de toute façon faisait que ça ne peut pas se penser sans la guerre, que je sache, Éric Zemmour ne veut pas déclarer la guerre à l'Europe. Enfin, je veux dire, nous ne sommes pas non plus assaillis par l'Europe entière à nos frontières, comme l'était Napoléon, et que je sache aussi, Éric Zemmour n'est pas suivi par 80% de ce que l'élite de son époque fait de mieux. Puisque c'est ça aussi souvent qu'on oublie, c'est que le bonapartisme, au sens politique de Napoléon Ier, c'était d'abord et avant tout une génération extraordinaire. Des gens qui avaient fait la Révolution française, on va dire. Les Cambacérès, les Roederer, les Talleyrand, les Fouché, qui ne sont pas irréprochables moralement, sans doute. Mais enfin, ce sont les gens qui avaient changé pendant 8 ans profondément la France, qui l'ont réformée. C'est aussi le bonapartisme, l'apologie de l'excellence, de l'intelligence. Je ne vois pas, par exemple, dans le discours d'Éric Zemmour, où est l'excellence scientifique, où est l'excellence dans les arts, où on veut le meilleur. Non, on veut le plus rude, on veut la colère, on veut à la limite la rébellion, et je ne porte pas de jugement sur sa politique, c'est pas la question. Mais le bonapartisme, c'est une France qui veut être à la pointe du monde, mais pas parce qu'elle montre ses muscles forcément, parce que elle a produit de grands scientifiques, de grands écrivains, de grands hommes politiques. Donc le bonapartisme, on va dire que si on veut vraiment pousser la chose intellectuellement, c'est un mot qui pourrait qualifier un état d'esprit très particulier d'une France qui ne veut plus entendre parler de Dieu dans les affaires civiles, mais qui en même temps croit aux choses militaires, qui en même temps croit à l'ordre, qui en même temps croit à une restauration conservatrice de la famille. Le code civil est effectivement un code qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de misogyne ou patriarcal. Au moment où on invente la modernité politique avec la Révolution française, on invente aussi la société bourgeoise conservatrice. Et Napoléon, c'est la synthèse de ça. Le souvenir de Napoléon est donc ambigu et en 2021, quand il a fallu commémorer, non pas célébrer, l'anniversaire de la mort de Napoléon, Emmanuel Macron a tenté une évocation historique la plus neutre possible. Le conseiller mémoire de l'Élysée avait eu cette formule habile: la République s'est séparée du pire de l'Empire, mais a gardé le meilleur de l'empereur. En devenant empereur des Français. L'équilibrisme macronien prend ici en compte le travail des historiens. Georges Pompidou, lui, le 15 août 1969, à l'occasion des cérémonies du bicentenaire de la naissance de Napoléon Bonaparte à Ajaccio, écoutez-le, ne s'embarrasse pas de nuances. Le génie de Napoléon, dit-il, domine notre histoire. Pour nous, qui avons connu depuis 30 années tant de ruptures et de drames intérieurs et extérieurs, l'aspect unificateur et réconciliateur de l'œuvre napoléonienne nous apparaît particulièrement important et actuel. Ainsi, le génie de Napoléon domine notre histoire, comme il préfigure l'avenir de l'Europe. C'est à lui que nous devons l'essentiel des institutions qui constituent encore la mâture de notre pays. C'est lui qui a contraint les Français, déchirés et coupés les uns des autres par la tourmente révolutionnaire, non pas à oublier leurs divisions, mais à les dominer et à refaire l'unité nationale. Ce sont encore les Belges qui parlent le mieux de nous.
Avant de nous quitter, je voudrais vous donner les références des derniers livres de nos intervenants d'aujourd'hui. Arthur Chevalier, Les Cahiers rouges des femmes de Napoléon, chez Grasset. Thierry Lenz, Les mythes de la Grande Armée, ouvrage dirigé, chez Perrin. Xavier Mauduit, L'homme qui voulait tout, Napoléon, le faste et la propagande, édition Autrement. Francis Choisel, La Deuxième République et le Second Empire, Au jour le jour, édition Biblis. Merci à Thierry Dupin pour la programmation musicale et à Julien Michel qui était à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.